Bonjour à tous et à toutes. Dans nos vidéos précédentes, on a vu l'introduction générale de la géologie. On a vu aussi le cycle de la géologie. Et aussi, on a vu aussi c'est quoi la Terre. Pourquoi la Terre? Parce que tout ce qu'on va faire ou tout ce qu'on va voir, on va se baser sur la Terre. Qu'elle soit en profond ou en surface, mais toujours ça sera à la Terre. Donc, on a vu le cycle géologique ou bien cycle des roches. Ces roches sont divisées en deux grands types, c'est-à-dire il y a deux grands types de roches. Nous avons les roches exogènes et les roches endogènes. Les roches endogènes qui sont les roches métamorphiques et magmatiques. Les roches exogènes sont les roches résiduelles et les roches sédimentaires. Et aujourd'hui, grâce à l'amour de Dieu, on va voir les roches exogènes. Les roches exogènes sont des roches constituées de matériaux solides, anciens ou actuels, accumulés à la surface de la Terre. Et les conditions de mise en place de ces roches exogènes, elles sont mises le plus dans des conditions de température et de pression superficielle, c'est-à-dire à basse température et à basse pression. Ces conditions sont différentes de celles des roches endogènes qui sont issues du magma et qui sont mises en place dans des conditions de haute température et de haute pression. Le cycle sédimentaire. Il y a cycle des roches et il y a aussi cycle sédimentaire. Le cycle sédimentaire, ce processus de transformation qui subissent des roches exogènes après leur dépôt et se déroule aussi en quatre étapes. L'altération, la première étape, l'altération. L'altération de roches préexistantes qui conduit à la production des matériaux constitutifs des roches exogènes, c'est-à-dire particules solides plus les ions en solution. La deuxième étape, le transport. Le transport est le déplacement par les vecteurs aquatiques, éoliennes ou autres. Le transport, par exemple, le vent, l'eau, la glace, les organismes vivants. Et la troisième étape, le dépôt. Le dépôt par sédimentation et ou par précipitation chimique et biochimique ou biochimique. La quatrième étape, la diagénèse. Transformation des matériaux déposés et ou précipités en roches consolidées. Origine des roches exogènes. Il s'agit de la transformation des roches préexistantes. Comme on l'a vu dans le cycle géologique, le magma se cristallise et se consolide pour donner des roches aignées. Ces roches vont s'altérer, transporter, déposer et devenir des sédiments. Donc, par phénomène de diagénèse, c'est-à-dire compaction et cimentation, les roches vont devenir des roches sédimentaires. Et les roches sédimentaires, ce sont des roches exogènes. Facteurs de la mise en place des roches exogènes. Ces étapes du cycle sédimentaire dépendent des facteurs environnementaux, environnement physique
humaines, etc. Des agents de la géodynamique externe, eau, vent, des facteurs climatiques, humidité, sécheresse, des facteurs chimiques et biologiques et de la gravité. L'étude du faciès et du contenu paléontologique permet de déterminer les caractéristiques de leur milieu de dépôt. Milieu marin profond ou superficiel, agité ou calme, milieu continental lacustre, marginaux littoral ou glaciaire. Ensemble des roches exogènes. Les roches exogènes sont habituellement réparties en deux ensembles. Les roches résiduelles, la roche-mère altérée qui évolue sur place. Les roches sédimentaires, produits d'altération qui subissent les étapes de transport de dépôt, accumulation dans une aire de sédimentation continentale ou marine. Ils représentent 5% du volume total de l'écorce terrestre, s'étalent sur 75% de la surface terrestre. Les roches sédimentaires les plus connues sont les argiles 40 à 60%, les grès 15 à 40% et les calcaires 5 à 30%. Le processus d'altération, c'est le déséquilibre physico-chimique que subit toute roche affleurant à la surface de la Terre. Ce déséquilibre est causé par l'exposition aux forces de la géodynamique externe, facteurs environnementaux, facteurs hydroclimatiques. Les facteurs environnementaux sont la température, la pression, l'eau, le vent et les compositions chimiques du milieu. Processus d'altération, ceci aboutit au départ de certains constituants de la roche d'origine, c'est-à-dire roche-mère, à l'évolution ainsi que du résidu de celle-ci qui se transforme progressivement en de nouvelles phases minérales, dont certaines seront les minéraux des sols et les autres les constituants détritiques ou chimiques et de futures roches sédimentaires. L'altération mécanique, c'est le morcellement, la dissociation et la désagrégation. La désagrégation des massifs rocheux, des couches, désagrégation des fragments rocheux, désagrégation des particules agrégées ou isolées. À l'échelle de l'affleurement, l'altération est facilitée par l'existence de discontinuités sédimentaires, c'est-à-dire joints, diastèmes, plans de stratification. L'altération est facilitée par l'existence de diaclases, de failles et de plans de schistosité. À l'échelle du minéral, la vulnérabilité à l'usure mécanique dépend de la dureté relative du minéral. Parmi les processus de désagrégation physique figure l'action thermoclastique, c'est-à-dire désagrégation due à de fortes dilatations et fortes contractions en climat chaud. L'action cryoclastique, c'est-à-dire désagrégation due au gel, dégel et déplacement de glaciers. La gravimétrie, déplacement sous l'effet de l'apesanteur. Désagrégation biologique, c'est-à-dire désagrégation par les organismes fouisseurs. Ceci conduit à la fragmentation et à la libération de particules solides. Les particules solides, nous avons les macroscopiques, minéraux fragments
de roches et macrofossiles, ou microscopiques, microdébris de taille micrométrique ou nanométrique. Altération chimique. Nous avons l'hydrolyse. L'hydrolyse est une réaction chimique dans laquelle une liaison covalente est rompue par action d'une molécule d'eau. Il s'agit d'une interaction entre l'eau et les phases minérales constitutives du matériel originel. Ces interactions sont dues au caractère électriquement dipolaire de la molécule d'eau en phase liquide. L'hydrolyse en ce qui concerne les roches, cette interaction s'effectue à la faveur d'une zone de faiblesse de la roche. Par exemple, la discontinuité sédimentaire, joint et diastème, plan de stratification, diaclase, faille et plan de schistosité. Cette ouverture quelconque de la roche met l'eau en contact d'un grand nombre de phases cristallines. Les molécules d'eau dipolaires s'orientent alors, les pôles négatifs sont dirigés vers la fracture, des substitutions d'ions s'opèrent entre le milieu cristallin et l'eau. Mécanisme chimique de l'hydrolyse des minéraux. La distribution des charges positives et négatives fait que, structurellement, la molécule d'eau agit comme un dipôle électrique, dont la force d'attraction est proportionnelle au potentiel ionique des éléments chimiques présents. Remarque, le potentiel ionique égal est le rapport entre la charge ionique et le rayon ionique. Le diagramme de Goldsmith permet de distinguer quatre principales familles cations, dont la présence dans les minéraux va déterminer la résistance chimique de ces derniers face à l'hydrolyse. Le 1, nous avons les cations antistock. Ce sont les cations qui ont une très faible charge ionique mais un gros diamètre comme les ions potassium, rubidium et césium. Le potentiel ionique est inférieur à 1. Ils ont moins d'attirance pour le dipôle d'eau, donc s'hydratent difficilement et restent sur place. Ces ions sont qualifiés d'antistock parce qu'ils forment en solution des ions hydratés de petite taille qui ne suivent plus. La vitesse de chute en cm par seconde égale à 2 fois le rayon au carré, c'est-à-dire 2 fois le rayon de la sphère au carré, fois l'accélération en cm par seconde au carré, fois la variation de la densité entre la particule et le fluide sur la viscosité du fluide. La loi de Stokes est ainsi dénommée en l'honneur de George Stokes. C'est une loi liant la vitesse de chute d'une sphère dans un liquide par l'action de la gravité. Cette loi est utilisée pour calculer la vitesse de sédimentation, mesurer les viscosités des liquides et analyser les particules en suspension. Par exemple, les cations comme l'ion potassium, le rayon ionique égal à 1,33 angstrom entre facilement dans les structures minérales que le sodium, l'ion sodium, le rayon est
le rayon ionique est de 0,97 angstrom. Le rapport entre l'ion potassium et l'ion sodium est voisin de 3 dans les sédiments, de 0,1 dans les eaux douces et de 0,04 dans les eaux marines. Au cours de l'altération des continents, le sodium est beaucoup plus mobile que le potassium. C'est ce qui explique que les feldspathes potassiques tels que l'orthoclase s'altèrent plus difficilement que le feldspathe sodique et l'albide. Le 2, les cations solubles. Les cations solubles sont potentiels ioniques compris entre 0 et inférieur ou égal à 3, comme les ions sodium, calcium, magnésium, plomb et le baryon. Ont de faibles charges ioniques et faibles rayons. Donc, attirent le dipôle d'eau et forment avec elle une solution vraie. Il se fixe à l'eau et se déplace avec elle. Le 3, les cations précipitants ou hydrolysants. Ce sont des ions à potentiel ionique compris entre 3 et 10, comme les ions aluminium, fer, titane, magnésium et silicium. Ces cas sont plus attractifs vis-à-vis du dipôle d'eau dont ils provoquent alors la rupture. Il se forme des hydroxydes peu stables en solution hydratée mais peu ionisés qui forment des phases résiduelles qui précipitent et se concentrent sur place. Comme l'hydroxyde va s'unir avec l'aluminium, donnant la précipitation de gypsite. Ou l'hydroxyde va s'unir avec le fer, donnant la précipitation de goethite ou hématite. Ce processus va donner naissance aux roches résiduelles et ou des gîtes métallifères résiduels, comme latérite, bauxite, argile résiduelle. Les hydroxydes sont peu solubles à pH ordinaire entre 4 et 10, tandis que les ions silicium ont un potentiel ionique à peu près égal à 10. Restent partiellement solubles et peuvent alors entrer dans l'anéogenèse de minéraux siliceux comme opale, calcédoine, le quartz. Le 4. Les oxyanions solubles ont un potentiel ionique supérieur ou égal à 10, comme les éléments l'azote, le phosphore, soufre, le carbone et le bore. Du fait du potentiel ionique élevé, l'ion exerce une forte attraction sur le pôle négatif du dipôle d'eau dont il provoque alors la rupture avec libération de H+. Parmi les complexes oxyanioniques formés, il y a les carbonates, des sulfates, les phosphates, évacués par les eaux vers l'océan, où ils ont tendance à fixer les cations solubles tels que le Ca2+, le Mg2+, et précipités pour donner naissance aux minéraux des sédiments chimiques et biochimiques des roches sédimentaires comme le calcaire, dolomie, gypse ou apatite. L'hydrolyse au contact de l'eau, le minéral primaire donne un minéral secondaire plus une solution de lessivage. Remarque, les hydrolyses peuvent être totales ou partielles. Hydrolyse totale, dans le cas des hydrolyses totales,
Le minéral est détruit au plus petit composé possible, comme l'hydroxyde, les ions. Exemple d'un feldspathe sodique et l'albite. Par exemple, l'albite plus l'eau donne le gypsite plus l'acide silicique plus les ions qui sont les solutions de lessivage. L'hydrolyse totale, par exemple, le feldspathe potassique, l'orthose, comme l'orthose plus l'eau, donne le gypsite plus solution de lessivage. Exemple d'altération. Le cas du granit. Le granit est une roche plutonique magmatique à texture grainue caractérisée par sa constitution en minéraux comme le quartz, le mica, biotite ou muscovite, le feldspathe potassique, l'orthose et le plagioclase. Il peut contenir également de la hornblende, de la magnétite, du grénin, du zircon et de l'apatite. Le granit est le résultat du refroidissement lent en profondeur de grandes masses de magma intrusives qui se présentent souvent sous forme de plutons pouvant affleurer à la faveur de l'érosion qui a décapé les roches sous-jacentes. Le granit et ses roches associées forment l'essentiel de la croûte continentale de la planète. C'est un matériau résistant très utilisé en construction, dallage, décoration, sculpture. La première phase de l'altération, c'est la fracturation. Ces zones de faiblesse de la roche faciliteront l'action des agents climatiques et biologiques. Ainsi, l'eau ou les racines des plantes peuvent pénétrer facilement à l'intérieur de la roche. Roche dure dépourvue de souplesse, le granit présente fréquemment des fractures appelées diaclases. La présence de la végétation comme les racines, l'herbe, les chênes, les mousses permet à l'eau de rester en contact du granit. Les variations de la température agissent aussi sur la cohésion du granit. Elles entraînent des dilatations et des contractions successives. Soumises à ces variations de volume incessantes, le granit se fissure puis éclate. C'est la thermoclastie. La fissuration est plus importante dans les roches composées de minéraux différents n'ayant pas la même coefficient de dilatation. Ces microfissures apparaissent souvent à la limite entre les minéraux. L'eau va agir de deux façons. D'abord par hydratation, c'est-à-dire addition d'eau à un composé sans modification chimique de celui-ci. Chez les micas par exemple, l'eau peut se glisser entre les feuilles du minéral, provoquer son gonflement, ce qui va peu à peu désolidariser les grains de la roche. Et puis par hydrolyse, c'est-à-dire décomposition de la structure minéralogique de la roche. Les végétaux vont agir par l'action des racines dans les diaclases et l'action des molécules organiques issues de la décomposition de ces végétaux. Chacun des minéraux du granit réagit différemment à l'altération. Le mica noir ou biotite, à cause de la présence de fer dans sa composition, va se transformer assez rapidement en hydroxyde de fer et en argile, comme le biotite plus l'eau donne le kaolinite plus limonite ou goethite. Le mica blanc ou muscovite, il ne s'altère guère. Il va d'abord se fragmenter en petites paillettes de même composition chimique. La séricite, une hydrolyse est cependant possible qui conduira par perte de potassium à de l'ylite, puis à de kaolinite ou
des smectites selon les conditions. Le quartz, il est inaltérable. Une fois séparé des autres éléments, il fournit l'essentiel du sable. Les feldspaths, par hydrolyse, ils vont se transformer en argile comme illite, kaolinite, gypsite, smectite, etc. Selon les conditions, ces hydrolyses pourront se faire selon des réactions différentes et donc conduire à des compositions diverses. De plus, tous les feldspaths ne sont pas sensibles de la même façon. À l'hydrolyse, les feldspaths potassiques sont les plus résistants, puis viennent les feldspaths sodiques et enfin les feldspaths calciques. Les phénocristaux présents dans certains granites résistent mieux à l'altération. Un granit altéré puis pourri va donc se distinguer d'un granit sain par une couleur plus rouille ou jaunâtre, une fragilisation progressive, une surface plus rugueuse et un aspect mat des cristaux de feldspath. Granit altéré laissant en relief les phénocristaux de feldspath plus résistants. Arène granitique. Arène granitique entre les blocs sains de granit. Autre processus d'altération chimique. Nous avons la dissolution, l'hydratation, l'oxydoréduction. La dissolution, le cas des minéraux calcaires comme le calcite. L'hydratation, le cas des sels comme l'anhydrite. L'oxydoréduction comme fayalite ou le sulfure de fer. Bilan chimique et minéralogique de l'altération. Nous avons le Na+, Ca2+, K+, Mg2+, AlSiO4, HCO3- et SO4-2-. Libération des minéraux résiduaires résistants, le quartz, zircon, magnétite, ilménite, rutile, grénin et tourmaline. Néoformation de minéraux. Nous avons argileux comme illite, kaolinite, smectite, chlorite. Les minéraux ferrugineux ou alumineux, nous avons l'hématite, goethite, gypsite et bohémite. Les minéraux siliceux, nous avons l'opale, le calcédoine. Merci.